Vous écoutez Un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant, un monde vivant. Le podcast d'inspiration créative et créatrice. Bonjour Clément, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation au podcast Un monde vivant. Bonjour, très content d'être là. On s'est connus parce que je pratique la danse libre et on en reparlera plus en détail tout à l'heure depuis quelques années. Et il y a environ 2 ou 3 ans, je suis arrivée un dimanche soir dans un des espaces que tu animes à Paris. Et donc j'avais beaucoup aimé et je suis venue régulièrement. Et puis par le hasard des choses, on s'est croisés en dehors il y a maintenant quelques mois, près d'1 an. Là, j'ai découvert aussi toute une palette de qui tu es, de tes couleurs, notamment aussi artistiques et très créative, très créatrice. Et donc, c'est comme ça qu'est venue cette envie de discuter avec toi aujourd'hui dans cet épisode et de mieux te connaître, de mieux rentrer en connexion avec aussi ce qui t'anime et ta façon de vivre tes arts. Super. Comment tu aimes te présenter, toi, aujourd'hui ? On se présente différemment selon les époques, les périodes, les contextes. Voilà, comment tu aimes te présenter, toi, aujourd'hui ? C'est une bonne question. J'ai jamais vraiment réfléchi, mais j'aime bien dans ton titre « Un monde vivant ». Je crois que je pourrais me présenter comme quelqu'un de très vivant, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de désir, beaucoup d'élan. Et j'ai l'impression d'avoir passé pas mal de temps à faire en sorte que ces élans puissent pouvoir aller au bout de l'élan, quelque chose de cet ordre-là. Donc, on a fait beaucoup de projets qui touchent beaucoup au corps, au cœur, au monde des émotions, à l'expression. Beaucoup de curiosité, comme quelqu'un qui essaye de vivre sa vie pleinement. Voilà, assez coloré. On va parler un peu de ton parcours et du fait qu'aujourd'hui tu animes des espaces de danse libre. Est-ce que, je peux le dire aussi ce que c'est, mais ça me plairait d'entendre avec tes mots ce qu'est pour toi un espace de danse libre avant qu'on rentre plus en détail dans plus précisément toi, ton parcours et ce que c'est pour toi. Mais comment tu définirais la danse libre ? Ce sont des espaces dans lesquels on met le corps au centre et l'expression au centre. Il s'agit de sentir ce qui nous traverse et de le mettre en mouvement. C'est aussi simple que ça. Donc on met de la musique. C'est un espace dans lequel on n'est pas là pour bien danser. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Il s'agit juste de s'exprimer comme ça vient. C'est un espace dans lequel on va couper un peu les mots. On va lâcher un peu la parole pour vraiment exprimer avec le corps, directement dans l'instant. Donc c'est une forme de méditation d'une certaine manière, puisqu'il s'agit d'être pleinement dans l'instant. Mais ça va au-delà de la méditation parce qu'en plus de sentir, on l'exprime. Puis on déroule le fil, et ça fait du bien. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Moi, je dirais que c'est un espace où le corps, il est vivant et il est joyeux. Ou pas, enfin, en fait, en tout cas, on traverse tous les états. Mais il est, en tout cas, en créativité spontanée. Et donc, se révèle un peu le goût de l'enfance aussi, où on se pose moins de questions du geste. Et ça me fait te demander comment il était le petit Clément. Bon, je pense qu'il a plein de facettes. On pourrait parler du petit Clément créatif, on pourrait parler du petit Clément avec plein d'émotions qui pouvaient aller un peu dans tous les sens. Il y avait un petit Clément timide aussi. Vraiment, en fait, il est fait de plein de polarités, de plein d'extrêmes, avec des phases très timides, des phases où il n'était pas complètement dans le moule, et du coup, il se renfermait un peu, et puis des phases où un peu il explosait. Parfois, explosion d'émotions, parfois explosion de couleurs. Donc, multifacette, pas tout à fait adapté à ce qu'on lui proposait à l'école ou dans son entourage familial. Est-ce que tu étais un enfant qui avait de la colère, de la tristesse, ou tu étais plutôt joyeux ? Quel regard t'avais à l'époque, à hauteur d'enfant ? Ouais. C'est comme si il y a des parties de mon enfance que j'ai un peu oubliées qui sont revenues après. Et selon ces phases, selon ces vagues un peu de retour de mémoire, elles avaient des couleurs un peu différentes. Elles avaient des tonalités un peu différentes. Je crois que j'étais un enfant qui avait de la mélancolie. Ça, j'en suis à peu près sûr. De ce que j'ai pu lire, de ce que j'écrivais. J'écrivais des poésies, j'écrivais des choses qui pouvaient vraiment avoir une teneur très mélancolique. Il y avait aussi la guitare, je faisais beaucoup de guitare. Donc il y avait beaucoup de joie aussi dans l'expression. Donc là, tu vois, il y a 2 paradoxes. Mélancolie, joie. Il y avait de la colère aussi. En fait, il y avait un bouillonnement d'émotions. C'était très vivant. Et c'était un bouillonnement qui était accepté, que tu arrivais à vivre en liberté ? Non, pas vraiment. Il sortait, mais il était très réprimé. C'est peut-être la raison pour laquelle maintenant j'anime des espaces dans lesquels on peut tout exprimer. Après l'enfance, donc tu as fait des études de kiné, me semble-t-il. C'est ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te souviens pourquoi tu t'es dirigé vers des études de kiné, vers le corps du coup ? Mon père était médecin. Déjà, je pense que ça oriente un petit peu. J'étais bon en biologie, je me suis dit peut-être médecine. J'ai commencé à essayer la médecine, même dans mon corps, j'en pouvais plus de travailler comme ça, je paniquais.
Je paniquais dans l'amphithéâtre. Et je me disais, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ce corps? Et j'ai envie de le sentir plus de l'intérieur. Et la kiné m'a semblé intéressante. J'étais très sportif aussi. Je me suis dit, tiens, je vais aller vers la kiné pour essayer de mieux le comprendre, ce corps-là. Et assez vite, pendant mes études de kiné, je me suis assez vite ennuyé, honnêtement. Même au bout d'un an, je m'ennuyais. Et la porte pour aller jusqu'au bout, aussi un peu pour m'adapter à ma famille et faire plaisir, c'était de me dire, ok, je vais l'apprendre ce corps, mais j'ai envie de le ressentir de l'intérieur. J'ai envie de le comprendre. J'ai envie d'aller sentir ce que c'est qu'un muscle et une articulation. Donc j'ai appris l'anatomie en parallèle. Je m'intéressais à comment vraiment la ressentir. Donc ça m'intéressait et je suis pas arrivé là complètement par hasard. Il y a eu toujours une question autour du corps. On fait quoi de ce corps? On fait quoi des émotions? On fait quoi de mon intensité? Je fais quoi de... Voilà, c'est toujours été une grande question, le corps. Au bout d'un an, t'en avais marre, mais t'es allé jusqu'au bout de la kiné quand même. Ouais, au bout d'un an, j'en ai eu marre, mais je me suis débrouillé pour faire un genre d'Erasmus. Ça existait pas trop à ce moment-là en kinésithérapie. Je me suis débrouillé pour partir en Espagne. Et puis après, j'ai raconté un truc du genre, je vais faire un travail sur la mucoviscidose en Amérique latine, un truc comme ça. Puis je vais partir en vélo. J'ai fait un an de pause. J'ai pas du tout fait de travail sur la mucoviscidose. Au bout de 3 semaines, ça me faisait pas du tout envie, mais j'ai acheté un vélo et puis j'étais à Ushuaia, sud de l'Argentine. Et puis je suis remonté comme ça pendant un an. J'ai fait un an de vélo en gros, qui a été un espace vraiment d'ouverture. Et après, j'ai décidé de terminer la kiné pour aller jusqu'au bout de ce projet. Il y a eu besoin d'un petit élan d'autre chose. C'était courageux quand même, enfin ça se fait de plus en plus, mais de partir quand même à l'autre bout du monde. Enfin, je me souviens quand je suis partie en Argentine, 14 heures de vol, pareil, enfin je devais avoir 22 ans. Et ça c'est une année qui a changé beaucoup de choses, où tu dirais, t'es partie, tu l'as vécu pleinement, t'es revenue kiné, où tu sentais déjà à ce moment-là que il y avait des choses qui étaient sans retour en arrière. Je pense que j'avais beaucoup de choses à me prouver. J'y étais pour ça, peut-être sans m'en rendre compte. J'avais envie de faire beaucoup de kilomètres, j'avais envie de prouver quelque chose. Et en fait, dans la solitude, vraiment, ça c'était fort. Parce qu'en fait, le vélo, je le faisais seul. Du coup, c'est vraiment beaucoup de moi seul dans la cordillère. Et ça a été capital. Il y a eu comme un switch. Il y a quelque chose qui a tourné, d'expérience d'ouverture, de grande ouverture. Les premiers mois, c'était le petit vélo dans ma tête. Ça tournait en boucle. Et j'étais avec ces questions de faire assez de kilomètres, de blablabla, est-ce que je suis suffisant, est-ce que je suis assez? Puis après, à peu près au bout de 2 ou 3 mois, il y a quelque chose qui a lâché, et c'était l'immensité. Je me suis fait vraiment cueillir par l'immensité, très fort. Et après, j'ai cherché ça, toutes les années qu'on suivit. Mais il y a eu un switch qui s'est opéré à ce moment-là. De me réveiller le matin sans but particulier autre que suivre un chemin. Et il y a quelque chose qui s'est ouvert, quelque chose de l'ordre du spirituel, quelque chose de l'ordre d'une grande ouverture à ce qui m'entourait. Et après, je l'ai cherché. Un chemin de pèlerin finalement. Exactement. Qui est venu me cueillir sans que je m'en rende compte. Il y avait d'abord le mental, après il y a eu des couches émotionnelles, des émotions qui sortaient, des pleurs, de la colère qui sortait sans raison, mais qui étaient digérées par le vélo. Et puis à un moment, il y a la cordillère qui était là, et son immensité. Et le spirituel, c'est quelque chose qui était présent, ce mot-là était présent dans ton environnement auparavant, ou là c'était quelque chose de nouveau qui s'offrait à toi? Bon, déjà, je l'utilisais pas à ce moment-là. S'il n'était pas du tout présent dans mon environnement. Il y avait eu une petite expérience enfant, on m'avait fait un espèce de... c'était genre de la sophrologie, un truc comme ça. Et je me souviens d'une ouverture assez comparable à ce que j'ai pu vivre sur le vélo en Amérique latine, une espèce de dissolution qui était restée dans un petit coin. Mais voilà, j'étais curieux. Une petite graine, quoi. Petite graine. Qui était restée un peu et là, cachée. qui s'est ouverte forte pendant le temps dans la solitude et à pédaler. Mais non, la spiritualité pas vraiment présente. Ou en tout cas, voilà, on méditait pas, on allait un peu à l'église. Mais moi, j'étais complètement réfractaire à ça. Je suis complètement passé à côté de ce truc-là. Enfin, j'ai rien compris. J'ai l'impression que c'était une espèce de carcan, quelque chose qui m'enfermait. Et là, c'était plus libre, en fait. Ouais. C'était toi et la vie. Là, c'était moi et la vie. Oui, et puis à ce moment-là, j'appelais pas ça de la spiritualité. J'appelais ça juste, j'avais l'impression de me dissoudre un peu dans la nature et de me sentir bien. Une forme de plénitude. Une forme de plénitude. Et il y avait quelque chose dans les besoins primaires. Parce que quand tu fais du vélo comme ça, tu as besoin de trouver ta flotte, tu as besoin de trouver de l'eau, tu as besoin de trouver à manger et un lieu pour poser ta tente. Et il y a que ça, en fait. Et puis le reste, tu chemines. Et j'adorais ça, d'avoir juste ces petites contraintes-là. Une fois que ça s'est résolu, et c'est assez facile à résoudre, parce qu'il y a de l'eau partout, en tout cas dans les coins où j'ai démarré, là, à la Patagonie, et tu peux mettre ta tente partout, il y a du temps pour se laisser traverser. Et toi, la solitude, justement, tu l'as goûtée à ce moment-là. Est-ce que tu étais un habitué de la solitude? Et est-ce que tu
aimes la solitude? Est-ce que tu l'aimais? Est-ce que tu l'as aimé là? Enfin, quel est ton rapport à la solitude? Il a évolué petit à petit. Je pense que enfant, quand même, j'ai passé beaucoup de temps dans ce que j'appelais mon petit jardin. J'avais un framboisier, j'avais quelques fleurs, quelques radis. Comme un petit enfant, je m'émerveillais. Et donc là, je pouvais passer des heures à faire le petit muret avec des petites pierres ou je ne sais quoi. Et je pense avoir passé vraiment beaucoup de temps seul dans la nature comme ça. J'avais des amis, pas mal d'amis, mais quand même souvent je voulais être seul. Et la relation à la solitude a un peu évolué. J'ai terminé par aller chercher ce que j'ai trouvé dans le fait de pédaler dans les montagnes, dans des monastères. Donc en fait, j'ai été là chercher la solitude. J'ai passé des mois entiers à ne pas parler. Silence complet? Silence complet, ouais. Donc j'ai été la chercher, j'ai été me chercher dedans jusqu'au moment où j'ai trouvé qu'elle m'enfermait un petit peu. Donc mon rapport à la solitude a évolué. J'ai appris à l'apprivoiser et aussi j'apprends à la quitter. Est-ce que tu aurais dit que la solitude, à certains moments de ta vie, c'était comme un refuge par rapport au monde extérieur ou pas du tout et seulement une ressource? Ouais, je pense que peut-être ça a été un refuge. En tout cas, quand j'aborde cette histoire d'aller dans les monastères, la solitude était une couette. C'était un refuge, c'était doux, c'était agréable. Avant, c'était une relation assez inconsciente à la solitude. J'en avais besoin de temps en temps, j'y réfléchissais pas. Peut-être qu'elle était refuge de temps en temps. Des fois, elle était aussi des choses pas exprimées qui restaient là. Des fois, c'était est-ce que c'est un refuge? Mais des fois, c'était un peu un voile aussi. Donc, ça dépend. Mais en tout cas, j'ai appris à la transformer en refuge. Ça m'évoque aussi le rapport à l'ennui. Est-ce que tu vivais de l'ennui? Est-ce que Et puis après, on va reprendre un peu le fil de ton histoire de vie, mais tu vois, quand on parle de solitude, moi, ça me fait penser quand même aussi à l'ennui, et à l'ennui qui est fécond aussi, fécond d'idées. On est dans un monde qui prend de moins en moins le temps de s'ennuyer. Et j'entends ça quand tu parles, j'entends ce rapport-là aussi, à l'espace des choses, de se révéler. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être me dire dessus? Moi, ça me fait sourire tout de suite quand tu me dis ça. Il y a quelque chose de très juste là-dedans, de laisser le temps aux choses. Et vraiment, je pense les expériences les plus nourrissantes de ma vie. Donc, il y a ce départ en vélo, le fait de n'avoir rien d'autre comme projet que de pédaler. Une forme d'ennui qui se dépose là. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Dans les monastères en silence, c'est exactement pareil. Il y a une forme d'ennui qui se dépose là. Mais j'ai écrit des pages et des pages. J'ai écrit beaucoup de poésie quand j'étais en Amérique latine, quand j'étais dans les monastères. Et depuis cet espace de silence, extraordinaire, tellement fécond, j'ai envie de descendre, même si le sentiment d'ennui ne m'est pas agréable. Mais à un moment, c'est comme s'il me nettoyait. Il vient nettoyer quelque chose, il vient dissiper un voile, il y a quelque chose qui se dépose, un peu moins de besoin d'attraper quelque chose ou de plaire ou je ne sais quoi. L'ennui me nettoie un peu et puis il y a quelque chose qui peut émerger. C'est genre d'une petite graine créative. Ouais, c'est presque humble en fait, l'ennui. On doit lâcher. Exactement. Pour que... On se raconte plus trop d'histoires. Quand on s'ennuie, on s'ennuie. Et... Donc tu rentres ensuite donc de ce voyage, tu reprends la kiné. Est-ce que tu travailles en tant que kiné ou parce que donc il y a ces monastères. Est-ce que tu t'en vas, tu restes un peu en France? Il y a quand même cette graine qui s'est déposée là en allant faire du vélo, avec un désir de plus de ça, quelque chose de l'ordre d'une ouverture, quelque chose de l'ordre de peut-être une forme de sacralité, voilà. Et j'ai été le chercher dans la méditation, donc j'ai terminé mes études et je me suis intéressé beaucoup à la méditation. Et j'ai rencontré un enseignant, c'était l'eau dans le désert, vraiment. L'eau dans le désert, pourquoi ? Parce que une enfance peut-être un peu tendue, comme je t'ai pu te dire tout à l'heure, difficulté à exprimer des émotions, beaucoup d'émotions. Gabrielle Roth, celle qui a créé la danse des 5 rythmes, qui est une forme de danse libre, parle des guerres de l'enfance, quelque chose de cet ordre-là. La sortie des guerres de l'enfance, pas vraiment facile, un peu de panique à l'intérieur de moi, un peu de sentiment de pas vraiment faire confiance aux gens, et le sentiment qu'il faut que je me trouve moi-même. Et là, je tombe sur cet enseignant et c'était la fonte des glaces. Ok, il y a un chemin qui me parle. Il y a tout de suite c'est ça. Et puis, avec l'élan encore jeune adulte ou vieux adolescent, il y avait quelque chose de l'ordre de elle est où la grotte? C'est quoi la suite? Et en même temps, j'ai pas suivi cet élan tout de suite, je voulais terminer mes études. Mais il y a eu un désir de, ok, après ces études-là, j'ai envie d'aller intensément dans cette pratique méditative, c'est mon chemin. Donc c'était la méditation. Ouais, quelque chose de l'ordre de la pleine conscience ou alors du bouddhisme Theravada, donc l'Asie du Sud-Est. Un peu occidentalisé avec cet enseignant-là. Et donc après les études de kiné, pour répondre à ta question, j'en ai fait un petit peu. J'ai fait quelques mois de kiné sur des remplacements et après j'allais faire des retraites, j'allais explorer des choses. Ça se dessinait en fait déjà le goût de quelque chose d'autre, par en l'occurrence la méditation à ce moment-là.
Donc ce que tu as exploré. Ce que j'ai exploré au point de me dire, ok, il me faut 1 an. Là, il faut que je me prenne 1 an, il faut que j'aille en Asie, il faut que j'aille explorer ça plus intensément. Est-ce que tu avais le sentiment à ce moment-là que c'était courageux comme choix, ce que tu faisais? Il y avait une certaine urgence, qui est un petit paradoxe, d'être pressé pour aller méditer, mais il y avait quand même une forme d'urgence il y a quelque chose de plus profond, il faut que je le touche. Mon quotidien, là, de kiné me convenait pas, me plaisait pas. J'avais besoin d'une matière plus profonde. J'avais l'impression de pas être vraiment moi, d'être un petit peu un imposteur, voilà, dans ce métier-là. J'ai découvert des choses intéressantes aussi dans ce métier, mais il y a des endroits où j'avais l'impression que la puissance de guérison n'était pas vraiment dans ce que je proposais. C'était limité. C'était limité et même, c'est un peu paradoxe, parce que j'ai à la fois la spiritualité, mais aussi j'étais très fasciné par la science. Et quand je regardais les études randomisées, etc., je trouvais que les tests n'étaient pas vraiment très bien reproductibles. Je trouvais que les outils qu'on utilisait me semblaient pas toujours très cohérents. J'avais l'impression que l'histoire de certaines maladies, naturellement, elles se résolvent toutes seules. Exemple, un petit mal de cou. Au bout de 3-4 jours, ça se résout et puis la personne va venir voir le kiné au moment du pic d'intensité. Le kiné fait quelque chose, puis en fait, l'histoire de la maladie, c'est normal. 1 jour après ou 2 jours après, ça va mieux. Et j'étais là, mais est-ce que c'est vraiment moi qui est en train de soigner ou pas? Et puis j'avais ce truc d'intégrité de leur expliquer ça. De leur dire, là, on est peut-être sur le pic, en fait, c'est moi, c'est peut-être pas moi. On pourrait dire que c'est un manque de confiance, mais en même temps, je voulais une espèce de sincérité et je me sentais pas complètement à ma place. Et j'étais très intéressé par le placebo. Cette idée que, en fait, on peut donner un médicament factice et la personne va se guérir toute seule. Et je me disais, mais c'est pas négatif le placebo, c'est extraordinaire. Comment on fait un bon placebo? Je sais plus, c'est 30 ou 40%. Enfin, peut-être que je dis pas les bons chiffres. Mais en tout cas, c'est un pourcentage énorme. Et je me disais, mais ça, c'est le corps qui se répare tout seul. C'est énorme. Et je me disais, mais en fait, c'est ça qui m'intéresse. Comment on fait un bon placebo? Comment on fait pour que la personne trouve les ressources pour se guérir elle-même? Et si on donne un placebo pour quelqu'un qui a le Parkinson et quelqu'un qui a une autre maladie, le cerveau va trouver la bonne molécule pour la maladie alors qu'on donne le même placebo. C'est un truc émerveillant. Donc il y avait quelque chose où je me disais, ok, il y a plein d'études qui ont l'air très sérieuses, très scientifiques, etc. Ça me parle pas trop. Et puis quand on regarde dans le détail, je trouve que c'est pas bien reproductible. Il y a un truc qui semble un petit peu bizarre. Et en même temps, il y a ce placebo extraordinaire. Comment on fait pour que les gens se guérissent tout seuls? Et j'avais l'impression que ça parlait quand même beaucoup de ma capacité à être avec la personne, de la qualité de ma présence, une certaine forme de confiance aussi, de transmission par la présence, un certain nombre de choses qui me parlaient plus que les techniques qu'on m'avait apprises. C'est marrant ce que tu me dis parce que j'ai un médecin qui me dit ce que je projette sur vous a une influence directe sur l'avenir de votre parcours de guérison. Parce qu'en fait, si je vous vois guéri en vous soignant, voilà, il dit, il s'avance pas non plus, il est assez rationnel, donc, mais il dit, je sens que ça fait une différence. Par rapport à si je voyais déjà condamné et qu'on est en train de chercher déjà le pire, quoi. Donc, très juste. Ouais. Ça me fait penser à ce que tu dis de rapport à la présence. Et moi, quand je sors de chez un médecin, par exemple, et que j'ai la pêche, je me sens ouverte, je me dis, j'ai déjà fait peut-être un petit bout du chemin. Quand il y a des problématiques de santé, en tout cas. Très juste. Ouais, je crois beaucoup à ça. Et là, tu vois, en tant que kiné, je croyais pas trop à mon métier. Du coup, ce que je projetais était pas forcément tout à fait juste, tu vois. J'aurais préféré être complètement convaincu par ma technique, machin. Moi, j'étais plutôt avec mais scientifiquement, est-ce que blablabla. J'avais besoin de trouver quelque chose qui sonnait juste, auquel je croyais, et dans lequel j'allais émettre toute ma passion, tu vois, pour transmettre quelque chose de fort. Et je crois à ce que tu as dit là. Donc tu vas faire de la méditation en pratique, etc. La kiné, tu sens que ça te plaît pas tant que ça. J'essaie encore de voir le lien avec comment tu arrives à la danse libre et à la nouvelle médecine. Est-ce qu'il y a d'autres étapes entre-temps? Comment ça se fait? Ouais, on n'est pas loin. Écoute, dans le silence, en fait, il y avait quelque chose d'extrêmement vivant. On parle de plusieurs mois de silence dans des monastères birmans. Pour moi, il y avait quelque chose de l'ordre d'une danse. Très subtil, mais en fait c'est très vivant. Quand tu t'assois, des fois on imagine les moines, ils sont équanimes, ils bougent pas, ils ressentent rien. C'est pas du tout mon expérience. C'est extrêmement vivant, c'est plein d'émotions, mais il y a un tel niveau de quiétude à l'intérieur que c'est d'une subtilité, c'est en profondeur, mais c'est encore plus vivant. Si tu prends ta douche, tu te fais traverser par les rayons de soleil qui traversent chaque goutte d'eau, chaque moment, un regard devient très intense, tout devient très intense. Et le mouvement, donc on alterne entre des marches méditatives
et des assises. Donc en gros de 3h30 du matin à 21h, tu fais ça. Tu alternes entre une assise et une marche. Je me souviens de cette nonne qui marchait avec les manières de l'amour. Vraiment, mais d'une douceur, d'une délicatesse. Et après, j'essayais de reproduire ça. Et quelque chose de l'ordre d'une danse. Il y a eu des élans créatifs incroyables qui sont nés dans ce monastère. Un désir d'écrire. J'ai rempli, je sais pas combien de cahiers. Wow. Plus de 10, c'est sûr. Donc j'ai beaucoup écrit. C'était beaucoup de poésie qui sortait. J'avais des élans de danse. J'avais du désir qui sortait, il y avait plein de choses qui sortaient qui n'étaient pas tout à fait exactement dans la même dynamique que le monastère. Voilà. J'avais envie de bouger, j'avais envie de danser, j'avais envie de chanter, j'avais envie d'écrire. Petit à petit, en plus de continuer à explorer ces états d'ouverture et de dissolution, il y avait quelque chose de l'ordre de « mais peut-être t'es pas un moine ». Peut-être t'as envie de faire une famille déjà, parce que moi mon idée c'était peut-être, ma question c'était est-ce que je suis un moine, est-ce que c'est un an ou est-ce que c'est une vie. Okay. Voilà, c'était ça la question. Je suis tombé sur un enseignant très libre qui pouvait dire aux personnes de son monastère, enlève ta tunique et puis va dans la capitale quelques mois et puis on verra où tu en es dans ta pratique. Tu vois, pour des birmans, ça c'est assez atypique. Et ça m'a donné des élans de liberté. Puis je me suis rendu compte aussi que j'avais envie d'une famille et que là, c'était pas exactement ce que j'allais pouvoir trouver. Je tombais amoureux des nonnes. Tu vois, il y avait un truc un peu de, ok, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec mon énergie sexuelle et créative qui pour moi est la même, qui était vraiment débordante. Et le sentiment, ok, la vie monastique, j'aime bien cette année, mais ça va pas être ce chemin-là, en tout cas pas maintenant. Et je me suis dit, tiens, je suis peut-être plus un artiste en fait. Qu'en est-il de la guitare que je faisais enfant et que j'avais délaissé avec ces histoires de kiné et de médecine? Qu'en est-il de la poésie? Ça sortait de tous les pores de ma peau, quoi. Voilà, il y a eu un peu la question, ok, qu'est-ce que je fais avec mon énergie sexuelle? J'ai essayé un petit peu avec le tantra derrière, mais il y avait surtout quelque chose de la vie d'une danse. Tu ressentais vraiment, tu parles d'énergie sexuelle, tu ressentais qu'il y avait quand même un désir même sexuel qui ne pourrait pas s'assouvir d'une façon juste et bonne pour toi dans cette vie monacale. Je pense que, en tout cas, j'avais pas le désir de continuer à essayer. J'avais besoin que ça sorte de manière créative et colorée et différente. Peut-être c'est possible. Et puis il y avait un endroit aussi. En fait, cet espace est très protégé, donc peut-être que c'est possible. Il y avait quelque chose où je me suis rarement senti aussi bien détendu, au calme, en sécurité que là-bas. Et en même temps, il y avait un endroit de je veux une liberté totale, un truc un peu radical, de ok, et si je dois travailler, et si je veux une famille, et si je dois gérer l'argent, etc. Comment ça va être? Et ça va envie de circuler. Donc peut-être une voie plus tantrique pour moi. Quelque chose de l'ordre de ok, il y a tous ces désirs, je vais pas les mettre de côté et me mettre en focus sur autre chose le temps qu'elles partent. Je vais les prendre et en faire quelque chose. T'as les mots tantra comme ça qui viennent, artiste. C'est des mots avant avec lesquels t'avais de la familiarité. Est-ce que tu t'étais dit je suis un artiste avant ça? Ou c'est vraiment comme des révélations que t'ont permis aussi ces phases de vie? Ouais, en tout cas, j'ai pas mis le mot je suis un artiste parce que je le trouvais vraiment complètement en décalage avec qui j'étais à ce moment-là. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de ok, rentre, achète une guitare, remets-toi à chanter. Il y a quelque chose avec la danse, trouve un enseignant de danse. Il y avait quelque chose de l'ordre de la direction. Je me disais pas je suis un artiste où je vais prendre un chemin tantrique. Mais il y a une énergie qui a besoin de s'exprimer et tu prends un plaisir de dingue à écrire. Il faut que tu fasses quelque chose de ça. Voilà, je revenais plutôt en Europe avec des instructions plus qu'avec l'idée que j'étais un artiste. Avec des intuitions, comme si l'avenir te parlait en fait. Et j'ai même utilisé mon instruction, comme si j'avais un manuel des prochaines étapes. Ça allait pas très loin, mais c'était clair qu'il fallait acheter une guitare, qu'il fallait me trouver un camion pour pouvoir l'aménager, pouvoir être assez libre, qu'il fallait que je me remette à la danse. Donc toi, tu viens à l'origine de Bretagne, hein, c'est ça? Comment ça se fait finalement d'aller trouver la danse en Grande-Bretagne? C'est ça parce que c'est la mauvaise médecine. Eh ben, c'est un enseignant que j'ai pas trouvé en Grande-Bretagne, je l'ai trouvé en France. Je suis tombé sur Yakov Darlinkan, qui a été l'un des enseignants importants. Pour la méditation, il y aurait Sayadaw Tejaniya. J'ai envie de donner les noms de ces personnes. Et Martin Aylward. Il y en a eu plein d'autres. Plein d'autres. Et Yakov Darlinkan, je l'ai rencontré sur un week-end. Et puis comme avec les deux autres, j'ai tout de suite senti, ok, c'est mon chemin. En fait, dans la méditation, et ça je me souviens la première fois quand je t'ai dit c'était l'eau dans le désert, quand je l'ai rencontré, il y avait quand même un petit grain de sable qui venait un peu frotter. Je me disais, mais je fais quoi? Alors ce qu'ils appellent dans le bouddhisme papancha, c'est la prolifération mentale. Et il y a quelque chose qui peut être un petit peu négatif autour de ça. De tiens, ok, reviens dans le focus, ou ouvre-toi, sois plus large que tout ça, te fais pas prendre là-dedans. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de l'intuition de ok, c'est aussi ma créativité. Il y a quelque chose dans cette prolifération mentale, comme il dit là dans Papancha, qui est aussi juteux et intéressant. Et qu'est-ce que j'en fais?
Et là, donc Yakov Darlingham Movement Medicine, c'est aussi du chamanisme. C'est une forme de chamanisme contemporain qui va beaucoup utiliser le corps, qui va beaucoup avec cette idée que le chaman de la forêt amazonienne, lui, il est très dans son corps, il sent ses pieds quand il se balade dans la jungle pour pas marcher sur un serpent. Nous, on est plutôt perchés. Nous, on est plutôt déjà dans une transe d'occidentaux où on est dans notre crâne, en train de penser aux courses, au boulot qu'on va faire dans 10 ans et je ne sais quoi. On est presque dans une hypnose. Boucle. On est déjà dans la transe, on n'est pas dans le corps. Donc, le point de départ, ça va être de revenir dans le corps. Au lieu d'aller du bas vers le haut, il va aller du haut vers le bas. Il a créé, de par ses expériences, de par aussi tout le travail autour de la danse consciente qu'il a pu faire, une méthode, une forme de chamanisme contemporain qui va beaucoup passer par la danse, par l'incarnation. Et j'ai été assez séduit. C'était très proche de ce que j'avais pu faire avec la méditation. C'était très proche de la vibration de liberté que j'avais pu trouver dans mes autres enseignants. Où c'était des gens bouddhistes qui n'étaient pas très intéressés par les istes et par les religions et qui étaient intéressés par la liberté. Là, je voyais quelqu'un de très libre qui s'appropriait des concepts et qui les mettait intelligemment au service d'une communauté, avec les problématiques de cette communauté, en tout cas des Occidentaux. Est-ce que tu te souviens de la façon dont tu es arrivé dessus? Parce que c'est quand même assez spécifique. Comment je suis arrivé là? En fait, au moins 5 ou 6 ans avant, j'avais fait un atelier de danse des 5 rythmes. Probablement, quelqu'un avec qui je méditais m'avait dit ce truc-là existe. J'avais trouvé ça tellement génial. Et en même temps, j'étais dans mon truc de vouloir devenir un moine. Du coup, j'ai pas mis tant d'énergie que ça. J'y suis pas retourné. Oui, voilà. Mais la graine avait été posée et j'ai pas rencontré Yakov tout de suite. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu que Yakov, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu les 5 rythmes, il y a eu la pratique open floor. Tout ça, c'est des noms de pratiques. J'ai été assez, comment on pourrait dire, junkie dans ma manière de faire des stages et des workshops, etc. Lui m'a bien plu, mais il y en a eu d'autres qui m'ont bien plu. Mais en tout cas, il y a eu un coup de cœur et puis il y a eu avec lui la première fois l'élan de tiens, ok, j'ai envie de m'engager. J'ai envie de rester longtemps avec cette personne et d'apprendre. À ce moment où tu te dis que tu as envie de t'engager, c'est à ce moment que tu décides de te former plus précisément? C'est un moment où déjà j'enseignais la méditation. Du coup, j'enseignais des choses. Ma kinésithérapie s'était transformée. C'était devenu une pratique d'embodiment, comme disent les Anglais, d'incarnation, de travailler à revenir dans son corps. Donc, je faisais danser des gens. Je travaillais plus avec les mêmes personnes. J'accompagnais des personnes qui étaient plutôt en fin de vie. Parce que j'avais l'impression que mes qualités humaines et ce que j'avais pu faire dans les monastères étaient beaucoup plus au service que dans une entorse de cheville ou je ne sais quoi. Donc il y avait ça et j'avais la capacité financière de faire cette formation. Je me suis dit ça va ajouter aux couleurs que j'ai déjà et ça peut être une manière d'exprimer tout ce que j'avais emmagasiné avant. Et tu l'as fait? Et je l'ai fait et c'était super. Tu savais que c'était quand même pour professionnellement avoir un chemin professionnel déterminé un petit peu aussi avec ça? Non, pas sûr. Pas sûr. Je savais pas forcément si je voulais suivre cette méthode-là, cette technique-là. Et d'ailleurs, j'en prends de cette technique-là, mais ce que je fais est quand même très à ma sauce. J'ai jamais eu vraiment le truc de suivre une école exactement à la lettre, comment m'enseigner, faire le truc. Non, je savais que j'allais prendre des choses là-dedans et trouver ma manière derrière. Et en fait, via la danse, les choses se sont précisées. C'est-à-dire que dans cet apprentissage, la première phase, c'est de digérer tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Quand je reviens d'Asie, il y avait quelque chose où dans les monastères, je me sentais bien, il y avait quelque chose d'ouvert, etc. Et là, en rentrant en Europe, je me souviens rentrer chez mes parents, tout de suite, je sentais mes trucs qui revenaient. C'est eux qui ont créé mes boutons, donc forcément, ils appuyaient dessus. Et là, je me suis dit, ok, il faut que je travaille le lien aussi. Il faut que je travaille la relation. Là, dans le silence, ça marche bien, mais dans le lien, c'est un peu la merde. Il faut que je fasse de la thérapie. Il faut que je trouve un accompagnement aussi pour être bien avec les autres. Et là, les espaces de danse me proposaient ça. Parce que c'est les espaces aussi de projection, où il va y avoir une 50aine de personnes autour. Et je peux y projeter mon ennemi, mon amoureuse, mon ami, tout est là. Mon père, ma mère, je ne sais quoi. Exactement, c'est un gros laboratoire. Et du coup, toute la première phase, ça a été de digérer mes propres paquets. Et dans ce travail de digestion, dans l'intensité de tout ce qui pouvait sortir, il y avait quelque chose de l'ordre de la vision ou de l'intuition très profonde. Tu vois, je me souviens de m'imaginer dans une des danses être
au milieu de plein de gens avec un djembé en train de faire des percussions. Moi, j'en jouais pas du djembé. Je suis musicien, donc forcément, il y a un accès facile à ça. Et après, je l'ai acheté, plus tard, quelques années après, et en fait, au bout d'une semaine, je l'amenais dans mes ateliers. Et en fait, ça fonctionnait. Donc, il y a quelque chose de l'intuition profonde. Et oui, il y a eu tous ces gens qui sont arrivés. Donc, ces visions-là sont un peu matérialisées. Le chemin est venu en cheminant, quoi. Et justement, tu parlais tout à l'heure de guitare et d'écriture. Je sais aussi que tu chantes, que tu partages tes chansons. D'ailleurs, c'est tes propres textes. Comment ça s'est en parallèle ou en même temps, hein, comment ça s'est avancé dans ce chemin-là? Et aussi, quelles sont tes envies en lien avec ça? Qu'est-ce qui est présent de ça? Et qu'est-ce qui l'a été? Tout ça est arrivé un peu en même temps, la danse, comme je t'ai dit, j'ai racheté une guitare. Tu l'as fait. Je l'ai fait, mais sauf que moi je savais pas du tout que je chantais. C'est-à-dire que j'ai jeté la guitare et puis en fait je me suis mis à chantonner. Je me souviens d'une ex qui m'avait entendu au travers de la porte de la cuisine un matin tôt ou un soir tard, je me souviens plus, mais qui m'a dit non mais c'est toi qui as écrit ça, c'est toi qui as chanté ça. Moi j'avais des vagues de honte, j'étais ah, oui. Et elle trouvait ça beau. Et j'ai eu besoin de ce regard extérieur qui me dit mais c'est beau, pour me dire mais en fait c'est beau et j'aime bien faire ça. Ok, faisons plus et un peu plus et un peu plus. En même temps que je dansais, que créativement je me libérais aussi par le mouvement. Il y avait cette possibilité de chanter et danser, c'était pas très différent. Et pour le chant, il y a eu un autre enseignant, Christophe Boyer, extraordinaire, un enseignant parisien de chant spontané. C'était une bulle d'amour, une de ces bulles d'amour que j'ai pu recevoir, comme dans la méditation, dans la danse et là dans le chant, pour autoriser à dire ok, je suis ça. Est-ce que vous m'aimez? Oui, ok, donc je peux l'être encore un petit peu plus. Oui, le chemin de l'artiste finalement. Quand on est artiste, on doute beaucoup aussi. Et il y a besoin d'une assurance et d'un regard ressource sur soi. J'entends ça. C'est sûr. Et puis on dit beaucoup, tout doit venir de toi, tu dois t'aimer, on verra après. Je crois que je pense que c'est des conneries. Je pense qu'on fonctionne plus comme un enfant où il a besoin de recevoir un regard aimant pour l'intégrer. Et on a besoin de ces bulles, c'est-à-dire qu'on le reçoit pas comme ça. Il s'agit pas de tout montrer, un travail débutant, et montrer ça de manière sauvage sur les réseaux et puis d'avoir tous les commentaires de n'importe quoi. Il s'agit de trouver une petite bulle nourrissante et aimante, de montrer quelque chose, des premiers petits pas, et de recevoir ce regard aimant. Ou alors si c'est un regard pas critique, tu vois, mais qui précise, qui a du discernement, qui fait « Ah, c'est ça », plutôt qui écrase. Avec beaucoup de soin, en fait, comme on ferait pour un enfant. On va parler un peu de la création et justement, donc maintenant, tu proposes ces espaces de danse. On va parler de ça, mais on va parler de création de façon plus large. Donc ça fait plusieurs années maintenant que tu fais ces espaces-là. Et il y a beaucoup de choses qui m'intéressent de parler avec toi sur ce rapport à l'inspiration, à la créativité, et puis aussi à une forme d'abondance. On va décortiquer ça. Avec grand plaisir. Comment te viennent les idées pour tes ateliers? À l'heure actuelle, c'est des ateliers toutes les semaines, voire parfois il y en a 2 par semaine. Tu fais aussi des stages. Voilà, donc il y a quand même un certain rythme. Et pour les personnes qui n'ont jamais fait de danse libre et qui nous écoutent, quand il y a de la danse libre, c'est un vrai voyage. En tout cas avec Clément, il y a de la musique et il y a aussi vraiment comme une forme de poésie sur 2 heures, de mots, de propositions. Donc ça demande quand même un certain, à la fois j'ai envie de dire compétence et talent pour les personnes qui facilitent des espaces comme ça. Et donc j'ai envie de te demander à toi comment c'est de trouver cette inspiration chaque semaine. Comment tu trouves tes thèmes? Déjà, je pense que moi, j'aime pas les chemins goudronnés. J'aime pas le truc, on va refaire tout pareil tout le temps. J'ai besoin des petits chemins de forêt. Et j'ai besoin de sentir mon émerveillement dedans. Sinon, c'est sec pour moi. En tout cas, je parle que de moi, je sais pas comment font les autres, mais s'il y a pas quelque chose de l'ordre de « Oh, qu'est-ce qu'il y a derrière cet arbre ?» Et le thème, il va être choisi comme ça. Qu'est-ce qui m'intéresse? Et j'ai envie d'amener dans un espace mes points d'interrogation beaucoup plus que mes réponses. Elles m'intéressent pas beaucoup, je les trouve pas très fertiles. Les endroits un peu dissonants, les endroits qui ressemblent à du mystère ou à de l'inconnu, les endroits où j'ai l'intuition de quelque chose mais je sais pas encore ce qu'il y a derrière, sont des thèmes qui vont être riches pour moi. Et là, il y a de l'énergie qui sort et il y a de l'envie. Parce que ça m'intéresse, j'ai envie qu'on cherche ensemble. Je me sens beaucoup plus comme un chercheur. Un de mes enseignants m'avait demandé comment tu sauras que tu as bien réussi un atelier. Et c'est très personnel, c'est une bonne question à se poser. Est-ce qu'il faut un certain nombre de personnes? Est-ce qu'il faut gagner un certain nombre d'argent? Est-ce qu'il faut je ne sais quoi? Tout est possible, il n'y a pas de mauvaise réponse ou de bonne. Mais moi, il y avait quelque chose de central qui était, mais est-ce que j'ai appris quelque chose? J'ai ce truc d'avoir envie de chercher. De trouver, bien sûr, mais pour trouver d'autres points d'interrogation. Il y a quelque chose comme ça.
je vais toujours faire l'atelier que j'aimerais recevoir. Tu es nourri aussi exactement. par la proposition. Et c'est pour ça, souvent, des participants me disent « Non, mais tu vas faire quoi dans 2 semaines ?» Mais j'en sais rien de ce que je vais faire dans 2 semaines. Je peux pas te le dire. Lundi, je commence à savoir ce que je vais faire le dimanche. Je peux pas prévoir à l'avance parce que je sais pas ce qui sera vivant. Et j'ai essayé de faire des thèmes longtemps à l'avance, mais certains sont déjà morts. Ça s'est refroidi en toi. Ça s'est refroidi. Et justement, je t'avais vu travailler un peu au printemps et j'avais été surprise de temps de concentration et d'heures de travail. Donc il y a l'idée qui vient et puis après il y a vraiment un atelier se prépare parce que parfois en fait tu sais plus ça semble facile, plus on peut sous-estimer comme Bien les sûr. acrobates. Toi comment ça se passe cette création-là? Comment tu définirais tes méthodes de travail et ta façon de vraiment le créer? Ça prend du temps à plein d'endroits. Ça prend du temps déjà dans le rapport à la musique. C'est comme faire des gammes, d'une certaine manière. C'est que toutes les semaines, j'essaie de trouver de la musique nouvelle. Il y a des musiques que je remets tout le temps, encore et encore, mais il y en a d'autres que j'ai besoin de redécouvrir pour m'émerveiller. Donc ça prend beaucoup de temps de la trouver. Ensuite, je vais m'amuser à faire un visuel, à avoir des images qui me plaisent pour raconter ce que je vais raconter. Et toute cette phase-là prépare l'atelier. Je vais jamais préparer ce que je vais dire. Ça, je fais pas, même si je l'ai pu le faire dans mes tout débuts. Mais c'est comme si je l'avais fait suffisamment pour plus en avoir besoin. Mais je vais préparer de la musique sans avoir une forme de fétichisme, tu vois, où je vais m'accrocher au truc. Je prépare beaucoup, mais je lâche beaucoup. Mais dans cette préparation, il y a quelque chose qui m'entraîne, qui entraîne mon oreille, qui m'ouvre des nouveaux chemins. Donc j'y passe du temps. C'est vrai que j'y passe du temps. Et c'est plaisant. Souvent, quand je fais ça, je me dis, mais j'ai le meilleur métier du monde. Parce que je me sens bien, je prends du plaisir. T'es dans une zone de talent, d'effervescence. Ouais. Il y a une forme de flow, d'exaltation, de flow. Et s'il n'y a pas ça, j'arrête. Parce que là, je vais galérer. Et donc, quand je prépare mon visuel, quand je commence à écrire le sujet, quand je commence à chercher de la musique, il y a tout un imaginaire qui s'ouvre. Ça se fertilise dans la semaine. Et puis le dimanche, je suis prêt. Et souvent, ça se passe pas comme j'avais prévu. Je lâche les musiques que j'avais prévues. Et des fois, ça, c'est ce que j'aime le mieux. C'est des fois, je m'imagine de comment ça va aller. Et puis finalement, le thème a quelque chose d'autre à me raconter. Et là, hop, on change. Donc, t'es à l'aise pour l'imprévu aussi. Je suis à l'aise pour l'imprévu. Et je prépare. Je chéris des paradoxes. Mais ça, je crois qu'on pourrait en parler. C'est l'essence de la créativité. Mais c'est les deux en même temps. Tu te sens quelqu'un de paradoxal? Je me sens quelqu'un de paradoxal dans ma nature. Comme je te l'ai dit, dans mon enfance, il y a des paradoxes. Oui. Mais même au cœur de moi, je crois que c'est la créativité, elle est là. La rencontre de deux opposés. Il y en a eu un qui était fort, je t'ai dit, très scientifique et en même temps très spirituel. J'essaye pas de réconcilier des opposés. J'essaye pas du tout de réconcilier des forces opposées. J'essaye d'être juste à leur intersection, à l'endroit où elles se rencontrent et à l'étincelle qui est là. Tu vois, le yin, le yang, féminin, masculin, c'est à fond féminin, à fond masculin, et on reste entre les deux. Et depuis cet espace de frottement, c'est là que toute l'énergie sort, c'est là que le jus est. Et en fait, je chéris les paradoxes. C'est ce que je veux le plus profondément, c'est mon moteur. C'est l'énergie, tu vois, féminin, masculin, c'est l'énergie sexuelle entre les deux. La raison, l'intuition, spirituelle, rationnelle. Ces deux trucs-là, je veux pas être juste un être spirituel, je veux être les deux. Et surtout dans les endroits où ils sont impossibles à réconcilier. À cet endroit-là commence le mystère, à cet endroit-là commence la danse. Il est là le point d'interrogation qui m'intéresse. C'est marrant parce que aussi les pratiques, ça réconcilie Orient et Occident. Exactement. Tu vois, une réconciliation de plus. Comment donc t'as progressé dans toute cette... tu vois, maintenant il y a quand même de l'aisance, t'es capable à la fois de prévoir, t'es capable de réconcilier tes paradoxes en fait. Tu m'avais dit aussi, on avait parlé de ça il y a quelques mois, qu'au début, tu faisais des ateliers où il y avait presque personne. Et maintenant, il y a quand même, pour les personnes qui connaissent pas, et puis pour ceux qui écoutent et qui viennent de temps en temps ou régulièrement, les ateliers que tu fais sont quand même régulièrement complets. Ils sont complets assez en quelques jours. Enfin, je veux dire, il y a du succès déjà, et puis il y a une forme de public, on pourrait dire. Enfin, de public, je sais pas si c'est le bon mot, mais de curiosité à tes propositions. Et donc j'ai plusieurs questions dans celle-ci. La première, c'est celle que j'ai déjà posée sur le progrès. Comment tu me disais il y a quelque temps, voilà, il y avait personne et puis j'étais pas aussi bon. Comment tu regardes ce parcours-là? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a mûri? Et comment tu l'as travaillé? C'est une bonne question. Déjà, c'est pas mal au départ qu'il n'y ait pas grand monde parce que comme on est moins bon au départ, c'est bien de faire ses gammes en fait, hein. Et j'ai l'impression que ça se régule tout seul. C'est-à-dire que au départ quand j'essayais, je tâtonnais, j'arrivais vraiment, je faisais des petits pas timides quoi. J'arrivais là, ok,
comment on va faire, comment ça fonctionne, est-ce qu'ils vont m'aimer, tu vois, quelque chose de cet ordre-là. Et petit à petit, ça se détend, ça se dépose. Il y a quelque chose qui est moins personnel aussi dans ma manière de guider. Ce que je veux dire par là, c'est que j'apprends à me désencombrer un peu de moi-même. Au départ, il y avait peut-être un peu moins d'espace pour danser parce que ma personne prenait beaucoup d'espace. Intéressant. J'essayais de bien faire, j'essayais de faire les meilleurs ateliers possibles, j'essayais de blablabla. Et je pense que ce que tu dis peut parler à des facilitateurs qui se lancent ou qui voilà, sont encore en train de roder beaucoup de choses. Ouais, donc, c'est vrai. Et je crois qu'on est obligé de passer par là. Je veux dire, cette idée que il faudrait déjà être tranquille, relaxer de soi-même, etc. C'est normal d'être anxieux quand on démarre quelque chose qu'on aime fort, on a envie de bien le faire. Et s'il n'y a pas ça, franchement, c'est probablement que c'est pas le truc qui est vibrant. Ça fait peur. S'il n'y a pas un petit vertige, c'est pas bon signe. Mais le problème, c'est de se contracter autour. Donc j'arrivais très contracté autour de la peur. Maintenant, je l'imagine beaucoup plus comme un geyser. Je me pose dans le vertige, geyser. Il y a plein d'énergie qui peut sortir ici. Peut-être à des moments avant, je me dissocie un petit peu. Maintenant, je reste dans mon corps avec tout ce jus-là. Je fais ce qui me passionne. Il y a ces gens qui sont importants pour moi et chaque participant et participante est une personne importante pour moi. Et du coup, j'ai un petit peu peur, mais cette peur me rend présent. Comme la biche dans la forêt. Alerte, exactement. Depuis cet endroit-là, il y a de la créativité qui sort, il y a de la poésie, il y a de l'intuition, il y a des images, il y a des visions. Donc en fait, il y avait déjà tout avant, sauf que j'étais contracté autour. Et aussi, il y a des choses qui s'entraînent. Arriver à être un bon DJ ou suffisamment à l'aise pour sentir un espace et se dire tiens, c'est tel type de musique. Ça prend du temps. Ça demande de rater un petit peu. Ça demande de mettre une musique et de se dire oups un certain nombre de fois. Et aussi des fois de lâcher l'idée de rater. Ok, il se passe ça, j'ai mis ça, il se passe ça. Ok, comment j'accompagne ça? J'ai mis cette musique, petit malaise dans l'espace. Comment ça peut être intéressant pour notre jeu, pour notre exploration? Donc d'accueillir de plus en plus tout. Puis la maturité, elle est infinie et peut-être elle augmente de manière progressive. Voilà. Donc j'ai encore tellement à apprendre, évidemment. Et en même temps, il y a 7-8 ans, j'avais un peu moins confiance. C'est pas trop le truc de la confiance en soi, tu vois, ça c'est un peu encombrant encore, mais de la confiance dans ce qui se passe dans le chemin, aussi dans les gens qui sont derrière moi, dans les gens qui m'ont enseigné. J'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Confiance qu'il y a quelque chose qui nous traverse. Et puis, en fait, confiance que c'est surtout les gens qui ont leur réponse, quoi. Pour moi, il s'agit principalement de faire un pas de côté. Tu vois, même tenir l'espace, tenir quoi. Tu fais pas le travail pour les autres, en fait. Tu fais une proposition. J'ai un enseignant qui disait, il tenait le point. Bon, je dis tenir un cadre. Je tiens un cadre, évidemment. J'ai un cadre qui est très solide pour que les personnes puissent aller dans l'opposé, qui est une forme de liberté. Et en même temps, des fois, ça peut être encombrant, ça aussi. Je tiens le cadre. Voilà, je suis celui qui... D'une certaine manière, le chamanisme, c'est tout l'opposé. C'est devenir un os creux. C'est devenir la flûte de Shiva et se laisser traverser. Donc, se désencombrer, devenir pas grand-chose et dire au micro ce qui nous traverse. Et les danseurs font pareil. Et donc, en fait, il y a de moins en moins de pression de bien faire. Et elle est encore là, de temps en temps. Des fois, ça se contracte. Puis, comme ça, on se contracte ensemble et on se détend ensemble et c'est pas très grave. Et quel est ton rapport à l'échec, justement? On parlait de rater. Ouais. Est-ce que toi, tu sais rater dans la vie? Et tu sais rater avec bonheur. Et est-ce que tu as le sentiment d'avoir beaucoup raté dans ta vie? Si je suis très sincère, c'est pas évident pour moi, le sentiment de rater. Des fois, j'y suis pas trop identifié. Des fois, je le vois se pointer, celui-là. Et je me dis, bon, ok. Puis je suis doux avec. Et des fois, il est un peu collé avec moi. Donc ça m'arrive d'avoir un sentiment de rater. Tiens, j'ai pas bien fait, tout ça. Ça m'arrive d'avoir de la distance. Mais c'est vrai qu'il y a ça de moins en moins. Dans ma proposition, comment on peut vraiment rater? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les gens n'ont pas eu, de l'extase? Moi, je m'en fous que les gens aient un extase ou pas.
Est-ce qu'ils ont vécu quelque chose de désagréable? Peut-être c'est ce qu'ils avaient besoin de vivre. Donc de plus en plus, je vais imaginer que l'univers conspire à notre croissance. Voilà, l'opposé de la paranoïa. Je sais pas comment on l'appellerait, là, je sais pas, quelque chose de positif. Et que c'est ce qu'on avait à vivre ensemble. Mais si je suis sincère, j'ai aussi ces moments de contraction, de me dire tiens, j'aurais aimé que ce soit un peu plus comme ci ou comme ça. C'est les deux en même temps. Les espaces se sont remplis quand même assez. Enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression que tu fasses plus de pubs et de communication que ça se remplit. Aujourd'hui, quand même, la facilitation, il y a de plus en plus de facilitateurs, d'espaces de danse et de bien d'autres choses. Quel regard tu portes sur le fait qu'il y ait une forme d'abondance naturelle dans ton chemin? Et aussi le regard sur ce domaine en général où, en fait, c'est pas si facile que de trouver vraiment sa place. Pour parler de place. Bien sûr. Ouais, j'ai des choses à dire là-dessus. Moi, on m'avait dit, tu parles trop. Au départ, on m'avait dit, tu parles beaucoup trop. Les gens vont pas venir, tu parles beaucoup trop. Mais vraiment, je m'en fous. Alors, j'ai essayé. J'ai essayé de dire, ok, je vais moins parler. Mais en fait, c'est pas moi. Ou alors, on me dit des fois, tu veux trop faire des process, machin. Ou alors, on me dit, tu veux ci, ça. Ou alors, on m'a dit, c'était quoi? Ah oui, parce que je cherche tout le temps à transformer. J'ai besoin, comme je t'ai dit, j'aime pas les chemins goudronniers, je cherche tout le temps à créer des nouveaux process. Puis je demandais des feedbacks et les gens me disaient non, mais moi je fais les synchrètes depuis des années, moi les rythmes ça me suffit, etc. T'as pas besoin de changer. Mais si, moi c'était mon désir. Et ces personnes-là qui me disaient non, t'as pas besoin, finalement ils venaient encore plus. Ils me disaient ah bon, en fait c'est ça, ok, j'aime bien. Puis il y a des personnes qui viendront pas. D'une certaine manière, je polarise. Mais ça me va. On a des millions de gens à Paris à remettre dans le corps. Voilà, des centaines de millions si on prend plus large. Il y a de la place pour tout le monde. Et je crois à la sincérité. Qu'est-ce qui, moi, va m'exciter cette semaine? Si c'est de faire un atelier sur Dionysos, c'est ce qu'on va faire. Si c'est de faire un atelier sur l'animal, c'est là. Si c'est de faire un atelier, je sais pas moi, sur la relation au cacao sucré ou même à l'alcool ou au café ou j'en sais rien. Je dis juste les idées qui me passent là comme ça par la tête. Pourquoi pas? Il y a un champ totalement libre. Exact. Et c'est ce qui, moi, me fait vibrer. Et jusqu'à présent, quand je fais ça, ça marche. Quand je commence à me dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'ai du monde, ça m'ennuie beaucoup plus. Et ça, généralement, ça marche moins. Oui. Donc, il y a ça. Et il y a quelque chose autour de traverser la première phase. Parce qu'au départ, ça a beaucoup marché pour le bouche à oreille, pour moi. Et au départ, il n'y a pas beaucoup de bouche, puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens. Donc, il y a moins d'oreilles. Il y avait moins de monde aussi. Voilà, il y avait moins de monde. Mais en même temps, comme j'étais un peu moins bon, il y avait un peu moins de bouche à oreille négative. Donc, pourquoi pas. Et à un moment, tac, il y a eu une bascule. Et les gens se sont intéressés à mon travail, qui était, je pense, un peu différent de ce que proposaient les autres au sein de la danse libre. Et même, tu vois, par rapport à la Movement Medicine, j'ai continué à prendre l'ombrelle Movement Medicine, mais la manière dont on m'a enseigné et la manière dont je transmets quelque chose, c'est très différent. On m'a encouragé à ça, en disant, ta médecine, elle est dans ce que tu as traversé. Et j'ai vraiment fait à ma sauce. Voilà, c'est ça que j'encouragerais. Qu'est-ce que tu désires? Fais ça et fais-le suffisamment longtemps pour que l'écho puisse se propager, pour que tu comprennes vraiment ce que tu veux proposer et pour que l'écho puisse entendre les bonnes oreilles et à un moment, ça amène de l'abondance. Ce que j'entends, c'est de trouver ou de contacter l'artiste en soi et aussi de pas copier, mais d'essayer de trouver le son de notre propre tambouille, en fait. ou je dirais pas copier, ça, tu vois, c'est pas juste pour moi, c'est copie énormément, copie tellement, mais que ça devient tellement toi. Prends un peu intégrer de tout et tout le monde. Ouais, intègre à tout le monde. Ça, ce truc-là, t'as un peu aimé, ça aussi, un peu, ça, etc. Oui, on s'inspire. Copie pas une personne, copie-en des milliers. Voilà. Et t'auras ta couleur à toi. Oui, de toute façon, on s'inspire. Hein. Exactement. On fait du pain dans tous les pays du monde. Il y a une semoule ou exactement. une pâte à pain. Finalement, c'est assez. Finalement, on parle d'universel. Et est-ce que tu as l'impression aujourd'hui d'avoir trouvé ta tribu, tes soutiens? On parlait tout à l'heure des bons regards sur soi. Est-ce que tu as le sentiment d'être à ta place aujourd'hui et d'être avec les bonnes personnes autour de toi? J'ai des très beaux cercles autour de moi. J'ai des très beaux cercles et il y a plein de cercles différents. Il y a au niveau perso, au niveau pro, au niveau artistique. J'ai pu me créer des choses que j'appelle des cercles d'artistes, vraiment pour pouvoir amener l'enfant et faire des essais un peu timides dans des cadres vraiment sains. Ça, avec beaucoup de joie, j'ai pu créer ça. J'ai des espaces encore amicaux dans lesquels on joue à faire des fêtes créatives dont tu as déjà participé, la théâtre magique on appelle ça, et qui sont des espaces excellents pour moi pour sortir
un peu de la danse libre et voir comment on va au-delà, parce que je commence à me sentir un petit peu enfermé dans la danse libre. Là, J'aurais tant à dire là aussi, mais j'aime y amener maintenant du théâtre de plus en plus, j'aime y amener la voix, j'aime y amener la poésie, la parole. Bref, il y a quelque chose qui est devenu un peu trop routinier pour moi. Trop confortable. Peut-être un peu trop confortable, et puis je sens qu'il est temps de... Il y a un cocon, il est temps d'en sortir pour en voir quelque chose d'autre. Dans mes espaces professionnels, j'ai la chance d'être très entouré, et puis il y a quelque chose où je donne et je reçois. Voilà, les gens qui m'entourent, ça, ils évoluent aussi. Enfin voilà, c'est très agréable. Il y a des nouveaux qui arrivent, il y en a qui partent. Ça se fait de manière assez organique. Mes enseignants, j'en cherche toujours, j'ai toujours besoin d'enseignants. Il y a cet endroit où plus j'ai de pouvoir, dans le sens où plus j'ai une capacité à dire des choses, plus je suis entendu, plus je transmets quelque chose, plus j'ai besoin de garde-fous, plus j'ai besoin de gens qui ont plus cheminé que moi et qui peuvent me dire quand je fous de la merde. Qui te gardent Est-ce que tu parlerais d'ego? Est-ce qu'on peut parler de ça, d'ego un peu spirituel ou d'ego du facilitateur, tu sais, qui est un sujet. Gros sujet, qui me semble être essentiel, vraiment essentiel, d'aller voir les ombres, l'ego de l'artiste, les ombres du pouvoir, l'ego de l'artiste, et ça fait partie, je crois, de l'essence de notre travail de facilitateur, de prendre conscience que plus on a de pouvoir, plus il y a un travail de l'ombre à faire, et aussi d'avoir des gens qui peuvent nous dire oh. Parce que d'une certaine manière, quand on est dans un endroit où, voilà, par exemple dans un atelier où je vais parler, où il y a 60 personnes, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Il y a des projections. Exactement. Il y a des dynamiques de projection et les gens vont peut-être hésiter à me dire non mais là, attends, quand tu dis ça, tu fous de la merde. Peut-être ça me ferait du bien de l'entendre. Et j'ai besoin de gens de confiance qui vont pouvoir me dire non mais attends, quand tu fais ça, est-ce que tu as fait gaffe à ci, ça? Est-ce que blablabla? Et donc je cherche toujours des enseignants et j'en ai. Et je continue à en avoir. Voilà. J'ai envie que mon travail devienne plus politique aussi. J'ai besoin d'apprendre. Il y a plein de questions de société pour lesquelles j'ai pas les clés. Donc ce cercle-là, il grandit, il se raffine. Il y a des endroits où ça peut continuer à se raffiner. Je pense que c'est infini. Puis les besoins, les désirs évoluent. Et puis t'es, mine de rien, entre guillemets, t'es encore jeune sur tout ce chemin-là. Il y a encore plein d'étapes à venir. Et ça m'emmène à la dernière question avant de finir par des questions de fin plus courtes. Quelle est ta vision pour les prochaines années? On parle de ça, on a parlé de musique aussi tout à l'heure. On parle d'évolution. Ouais, ça me rendrait curieuse de savoir la vision que tu as pour toi, les prochains temps, les prochaines années. De quoi tu as envie? Il y a plein d'endroits, en tout cas, on a surtout parlé peut-être du professionnel, non pas que, on a parlé de mon cheminement et du professionnel aussi, ce que ça, l'une des graines qui a été le travail au niveau de la médecine, mais à cet endroit-là, je trouve que mon travail continue à se raffiner. J'ai envie de lui laisser aller là, il y a des désirs d'amener encore un petit peu plus de somatique, encore un petit peu plus de corps et d'expression dansée. Donc là, actuellement, mon travail, il est presque à la frontière de l'art-thérapie, du chamanisme, de la méditation, et d'amener peut-être un peu plus de langage dansé, tu vois, travailler avec une spirale, travailler avec, tu vois, ça m'intéresse. Une autre porte qui m'intéresse énormément, c'est le théâtre. Aller au bout du mouvement, et qu'au bout du mouvement, au bout du regard, il y a une poésie. Tac, il s'est passé ça, et comment dans l'espace, elle va pouvoir s'exprimer, comment elle va prendre forme, comment on va pouvoir dire des mots. Je sens beaucoup trop de frustration à l'absence de mots dans les espaces de danse. Le small talk m'ennuie au plus haut point, mais au bout d'un mouvement, d'avoir une tirade de je ne sais quoi, ou un chant spontané, bref, je ne sais quel élan, ça m'intéresse. Probablement c'est un autre chemin que mes ateliers de mouvement de médecine, mais qui va vers une expression encore plus radicale et plus complète. J'ai la question aussi du chamanisme, comment parler de ce sujet-là, qui me fascine, dans lequel il y a aussi beaucoup d'enseignants différents. La frontière aussi avec le bouddhisme, le chamanisme, les choses que j'ai pu apprendre là, j'aimerais bien transmettre, peut-être sur des formats en ligne. Voilà, je commence à faire des groupes continus. Je crois que ça va aboutir à un training autour... Tu es thérapeute aussi, on peut dire. Je suis thérapeute aussi. On n'a pas employé ce mot-là depuis tout à l'heure. Ouais, mais je me suis formé, mais je suis aussi thérapeute psychocorporel, je fais plein de choses à cet endroit-là. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé, mais il y a une richesse que j'ai envie de transmettre plus largement. Il y a énormément de projets, je vais juste dire ça pour l'instant. Et puis au titre perso, je crois qu'il y a un désir de paternité qui est là. Je suis pas du tout, mais il y a ce grand désir d'avoir quelque chose de plus important que moi, même si déjà pour moi les espaces de danse sont quelque chose de plus important que moi, mais aussi dans le perso.
envie d'avoir quelque chose de plus important que moi au centre. Voilà, prière en disant ça, que ça arrive peut-être à un moment, mais il y a ce désir-là. En tout cas, dans ton chemin, les prières sont souvent prophétiques. Peut-être. En tout cas, souvent les réponses m'étonnent, mais elles sont encore mieux que ce que j'avais imaginé qu'on va avoir. Merci pour ça. Je vais terminer avec 3 questions. Je dis qu'elles sont plus spontanées et plus courtes, mais tu peux y répondre aussi longuement que tu en as envie. Comment parviens-tu à t'aimer au quotidien, corps et âme ? Je crois que la simplicité m'aide, vraiment. Il y a quelque chose autour de ralentir un peu pour mieux sentir et de faire des choses simples. Prendre le temps du rien, il y a ça. Et puis aussi à l'autre, tu vois, tu parles de s'aimer soi, mais il y a quelques temps, j'avais ce truc de me dire, mais est-ce que ma vie, elle va être bien vécue ? Et ça me faisait un peu peur. Et je me suis dit, ok, regarde au jour le jour, parce que peut-être tu vas mourir demain, tu sais pas. Et dis-toi tous les soirs, ok, est-ce que c'est rouge, c'est jaune ou c'est vert ? Donc rouge, ça a été une journée dure, c'est difficile. Orange, c'est moyen. Et vert, c'est super agréable. Et en fait, les journées vertes ont quasiment toujours été des journées où j'ai eu un échange profond avec quelqu'un. Et je me sens mieux quand j'ai ça. Je me sens que c'est vert, je sens que ma journée a été riche et je sens que je m'aime plus parce que j'ai fait quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire partager, vivre un moment d'intimité. Donc ma réponse serait ralentir, faire des choses simples pour me sentir en intimité avec ce qui m'entoure et aussi privilégier des moments de qualité pour avoir des moments d'intimité avec des gens que j'aime. Comment vois-tu et souhaites-tu voir l'humanité les prochaines décennies et siècles ? Je sais pas. C'est une question qui n'est pas évidente. Ouais, on pourrait dire tellement de conneries. Je souhaite vraiment qu'elle m'émerveille. Je souhaite la voir vivante, bien vivante, avec un cœur aimant. Ouais, qu'elle prenne à bras-le-corps les défis qu'elles auront. Tout simplement. Vivante. Je veux vivant. C'est pour ça que j'ai appelé mon podcast Un monde vivant. Moi, j'adorais Je connaissais pas encore le nom du podcast, j'ai entendu quand tu me l'as dit. J'ai trouvé très bien choisi. En fait, il s'est imposé à moi il y a 5 ans. C'est-à-dire, j'ai le nom et ça peut pas être autre chose. Super. Et enfin, quelle question te hante et revient souvent en toi ? C'est peut-être la même question depuis que tu es conscient des questionnements qui peuvent nous traverser. Quelle question te hante ? Peut te laisser tranquille parfois, mais elle revient. Je suis pas sûr. Il y a plein de grands thèmes qui sont toujours des paradoxes. Il y en a un qui est sur le rationnel et l'irrationnel. Il y en a d'autres. Tous m'amènent à l'endroit du mystère. Et ce serait comment me déposer dans le mystère sans m'y agripper. Merci pour ça. Est-ce que Clément, tu as une dernière chose que tu as envie de partager ? Quelque chose pour te sentir pleinement, j'ai envie de dire, complet dans ce moment ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient ? C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Non, je me sens bien. Il y a un joli rayon de soleil. Il fait beau à Paris. Et je suis heureux de ce moment. Tout va bien. Super. Je te remercie Clément, c'était vraiment passionnant et super intéressant. J'aurais pu avoir encore plus de questions et on aurait pu aborder encore plus de thèmes. Mais ainsi va la magie des rendez-vous. Ça se conduit un peu malgré nous et c'était merveilleux d'ailleurs tout ce qui s'est présenté. Donc je te remercie beaucoup. À bientôt. Merci, c'était un grand plaisir. Un monde vivant. Si le podcast vous a plu, vous pouvez le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner sur YouTube et Substack. Vous pouvez aussi le partager à un proche. À bientôt. Un monde vivant.